Trois collecteurs de dettes brutaux ont fait éruption dans l'appartement exigu, acculant une mère terrifiée. Dans le chaos, son fils de 3 ans a appuyé sur une vieille touche de numérotation rapide d'un téléphone prépayé. Les malfrats ont arraché l'appareil pour se moquer du père, mais ils ont entendu la voix glaciale et mortelle du chef du crime le plus redouté de la ville. La pluie qui s'abattait sur les fines vitres de l'appartement de Clara Reynolds, au troisième étage, sonnait comme un avertissement. C'était un mardi soir glacial dans le sud de Boston, le genre de nuit où le froid vous pénètre jusqu'aux os. Clara était assise à une table de cuisine en stratifié et bréché. Ses doigts tremblants comptaient d'une pile pitoyable de billets d'1 dollar humide et de pièces de 25 cents. 68 dollars. C'était tout ce qu'elle avait récolté après un double service comme serveuse au O'Connor's Diner. C'était loin d'être suffisant. Dans la pièce voisine, baignée par la douce lueur d'une télévision en sourdine, Léo, âgé de 3 ans, était assis sur un tapis usé. Il construisait tranquillement une tour avec des blocs de bois dépareillés. Ses boucles sombres et indisciplinées et ses saisissants yeux gris étaient un rappel quotidien et angoissant de la vie que Clara avait laissée derrière elle. C'était un bel enfant innocent, totalement inconscient de la tempête qui se préparait juste au-dessus de leur tête. Le cauchemar de Clara était résumé dans un dossier en manille froissée, posé à côté de son maigre pourboire. L'entête indiquait Apex Capital Solutions. C'était une façade d'entreprise à l'apparence légitime, mais tout le monde dans le quartier savait que c'était une société écran pour Salvatore Graziano. Sal était un usurier de second rang qui opérait depuis l'arrière-salle d'une usine de conditionnement de viande, mais son emprise était absolue. 3 ans plus tôt, Clara avait fui New York sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Elle avait acheté une fausse carte d'identité à un intermédiaire louche nommé Thomas Albright. Elle était désespérée. Léo était né avec 6 semaines d'avance. Les soins néonatals d'urgence dans une clinique privée, où personne ne posait de questions ni ne vérifiait son numéro de sécurité sociale, avaient épuisé ses réserves d'argent caché. Elle avait emprunté 10 000 dollars à Apex Capital pour maintenir son bébé en vie. Avec les taux d'intérêt prédateurs et non déclarés de Graziano, de près de 400 %, cette dette avait explosé pour atteindre la somme impossible de 45 000 dollars. Et Sal Graziano avait perdu patience. Des coups violents et lourds à la porte d'entrée ont brisé le calme de l'appartement. Le cadre de la porte tout entier a tremblé. Le cœur de Clara s'est serré dans sa poitrine. « Clara, ouvre cette fichue porte. » Une voix bourrue a aboyé depuis le couloir. « On sait que tu es là. On entend de la télé. » Clara s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment le linoléum. La panique, froide et vive, a envahi ses veines. Elle s'est précipitée dans le salon et a pris Léo dans ses bras. Le bambin a levé les yeux, ses yeux gris écarquillés par une alarme soudaine. « Maman, a-t-il chuchoté. « Chut, mon bébé, tout va bien, c'est juste un jeu, a soufflé Clara, sa voix tremblant malgré ses efforts désespérés pour la garder stable. Elle l'a emmené dans la minuscule cuisine et l'a déposé dans l'espace étroit entre le réfrigérateur et le mur. C'était une cachette de fortune qu'il s'était entraîné à utiliser chaque fois que le propriétaire venait frapper pour le loyer. Les coupes à la porte se sont intensifiées, suivies par le craquement écœurant du bois qui se fendait. Le pin dormant était en train de céder. « Reste ici, Léo. Ne fais pas un bruit, » a supplié Clara en l'embrassant sur le front. Elle a tapoté frénétiquement ses poches, réalisant qu'il lui fallait quelque chose pour l'occuper, quelque chose pour le garder silencieux. Ses doigts ont effleuré une forme lourde et rectangulaire dans la poche de son cardigan. C'était un vieux et lourd téléphone à clapet Motorola. C'était le seul lien qu'elle n'avait jamais pu couper complètement. C'était une ligne directe vers l'homme qu'elle avait fui, l'homme qu'elle avait aimé et l'homme qu'elle avait craint au point de simuler sa propre mort pour s'échapper. Elle le gardait chargé, comme une couverture de sécurité irrationnelle. Elle ne l'avait jamais allumé, pas en 3 ans. Elle a mis le téléphone dans les petites mains de Léo. « Tiens, mon bébé, joue avec les boutons, mais ne sors pas. » Clara est retournée dans le salon juste au moment où la porte d'entrée a explosé vers l'intérieur. Le cadre s'est brisé, projetant des éclats de bois bon marché dans l'entrée. 2 hommes sont entrés dans l'appartement. Le premier était Frank Miller, un homme de main imposant de 113 kilos, avec un nez aplati et des yeux morts, semblables à ceux d'un porc. Derrière lui se tenait Jimmy O'Shea,
un homme nerveux à l'énergie violente et instable, tenant une lourde barre à mine en acier. Tu nous rends les choses très difficiles, Clara, a dit Frank en enjambant la porte en ruine. Ses lourdes bottes ont laissé des traces de boue sur le tapis. Il a regardé l'appartement pathétique avec un ricanement de dégoût. Sal nous envoie pour récupérer 45 000 $ aujourd'hui. Frank, s'il vous plaît, a supplié Clara, reculant jusqu'à ce que ses hanches heurtent le dossier du canapé. J'ai 8 cents dollars. Je peux tout vous donner maintenant. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour le reste. Je prends des services supplémentaires au... La ferme! A hurlé Jimmy, s'avançant et balançant violemment la barre à mine. Elle s'est écrasée sur la petite télévision, brisant l'écran dans une explosion d'étincelles et de verre. L'appartement a plongé dans un silence plus lourd, plus oppressant. Clara a tressailli, se mordant la lèvre pour ne pas crier. Elle a jeté un regard paniqué vers la cuisine. « S'il te plaît, reste silencieux, Léo. Sal ne veut pas de tes pourboires de serveuse, a dit Frank, s'approchant de Clara d'une manière inconfortable. Il sentait la cigarette froide et l'eau de Cologne bon marché. Il veut son argent. Tu as contracté un prêt, ma belle. Tu as signé le papier. Maintenant, Sal est un homme d'affaires. Si tu n'as pas l'argent, il dit qu'on doit commencer à liquider tes biens. Le regard de Frank a balayé Clara, s'attardant d'une manière qui lui a donné la chair de poule. Bien que, en regardant ce taudis, tu n'as pas grand-chose à liquider, à part peut-être toi-même. Ne me touchez pas, a craché Clara, une colère maternelle soudaine et féroce l'emportant sur sa terreur. Frank a ri, un son rauque et grinçant. Jimmy a commencé à renverser des chaises, donnant nonchalamment des coups de pied dans les blocs de bois avec lesquels Léo jouait. « Mets l'endroit sens dessus, Jimmy, » a ordonné Frank. « Trouve tout l'argent qu'elle cache. Si elle se plaint, brise-lui les doigts. » Dans l'espace exigu et poussiéreux derrière le réfrigérateur, Léo, âgé de 3 ans, était assis, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il n'aimait pas les bruits forts. Le fracas de la télévision l'avait fait sursauter et il pouvait entendre sa mère crier dans l'autre pièce. Il voulait courir vers elle, s'accrocher à sa jambe comme il le faisait toujours quand elle était triste, mais elle lui avait dit de rester caché. Il a baissé les yeux sur le lourd téléphone noir dans ses mains. Il était bien plus encombrant que les rectangles lumineux qu'il voyait habituellement les gens tenir dans la rue. Il avait un clapet. Il a poussé son petit pouce contre la rainure et l'a ouvert. Le petit écran a illuminé le coin sombre, projetant une lumière bleu pâle sur son visage. L'écran n'affichait aucun jeu, aucune application colorée, juste un menu austère. Mais en bas à gauche du clavier, il y avait un bouton vert vif. Léo aimait la couleur verte. Il a appuyé une fois. L'écran a changé, affichant un seul nom de contact, D. Il a appuyé de nouveau sur le bouton vert. Le téléphone a émis une sonnerie douce et rythmée. Dring, dring. Léo a soulevé l'appareil lourd, pressant le plastique froid contre sa petite oreille, imitant la façon dont il voyait sa mère parler au téléphone. À 480 km de là, dans le penthouse lourdement fortifié de la Regis Tower à Manhattan, l'atmosphère était lourde de tension. Dominic D'Agostino, le chef incontesté du plus puissant syndicat du crime de la côte Est, était assis en bout d'une immense table de conférence en acajou. Autour de lui se trouvaient 6 de ses principaux lieutenants, discutant de la prise de contrôle hostile de l'autorité portuaire du New Jersey. Dominic était un homme taillé dans le marbre et la cruauté. Sa mâchoire acérée, son costume brioni anthracite sur mesure et ses yeux gris, perçants et froids, exigeaient une soumission absolue. Depuis 3 ans, un vide béant existait dans sa poitrine, depuis que Clara avait disparu dans la nuit. Elle avait laissé derrière elle une scène sanglante qui laissait penser qu'une famille rivale l'avait enlevée. Il avait mis la moitié de Brooklyn à feu et à sang pour la retrouver, sans rien trouver. Soudain, un bourdonnement strident et discordant ait percé le faible murmure de la réunion. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tout le monde a regardé le petit téléphone noir crypté posé sur la table devant Dominic. C'était sa ligne privée, un numéro que seules 3 personnes au monde possédaient. 2 d'entre elles étaient mortes. La 3e était Clara. Dominic a fixé le téléphone. Son cœur, habituellement un métronome au calme calculé, a eu un violent soubresaut. Il a saisi l'appareil, l'a ouvert et l'a pressé contre son oreille. « Parle !» a ordonné Dominic,
Sa voix un grondement bas et dangereux. Pendant une seconde, il n'y a eu que le son d'une respiration haletante. Et puis, une petite voix tremblante a percé le grésillement. Allô? A chuchoté l'enfant. C'est mon papa? Les méchants font du mal à maman. Dominique s'est figé. Le sang a rugi dans ses oreilles. Maman? Papa? La voix était jeune, terrifiée et possédait une cadence familière qui a frappé Dominique comme un coup physique. Clara était enceinte quand elle a disparu. Avant que Dominique ne puisse répondre, la ligne a explosé de bruits chaotiques. De retour dans l'appartement de Boston, Jimmy était entré dans la cuisine pour fouiller les placards. Il a entendu le faible chuchotement par-dessus le bourdonnement du réfrigérateur. Il a jeté un coup d'œil dans l'interstice et a souri méchamment. Tiens, 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 regardez ce que nous avons là, a ricané Jimmy. Il a passé son bras maigre et tatoué dans l'interstice, a attrapé Léo par le col de sa chemise et l'a traîné sur le linoléum. Léo a hurlé, s'agrippant désespérément au vieux téléphone. Léo, a crié Clara. Elle a bousculé Frank avec une poussée d'adrénaline, se jetant sur Jimmy. Elle lui a griffé le visage, ses ongles laissant de profondes entailles rouges sur sa joue. Ne touche pas à mon fils! Folle dingue! A crié Jimmy, poussant violemment Clara contre le comptoir de la cuisine. Elle s'est effondrée, le souffle coupé, ses côtes heurtant le rebord. Frank est entré lourdement dans la cuisine. Il a regardé l'enfant, puis le téléphone allumé dans la main du garçon. « C'est quoi ce bordel? » a grogné Frank, arrachant le téléphone des mains de Léo. « Rende-le-moi! » a sangloté Clara, se relevant, les yeux écarquillés d'une terreur nouvelle et paralysante. Si Frank raccrochait, si Dominique avait entendu? Frank a regardé l'écran. Un appel était en cours. Le compteur tournait. Il a éclaté d'un rire cruel et retentissant. « Le gamin a appelé son papa? Oh, c'est trop bon. Voyons voir si papa veut payer la note. » Frank a pressé le téléphone contre son oreille, un sourire mauvais sur le visage. « Écoute-moi bien, le fauché, » et aboyé Frank dans le combiné. « Je ne sais pas sous quelle pierre tu te caches, mais la mère de ton gamin doit 45 000 $ à Sal Graciano. Tu as jusqu'à minuit pile pour virer l'argent à Apex Capital, où on commence à prendre des morceaux d'aile en guise d'acompte. Et peut-être du gamin aussi. » À l'autre bout du fil, le silence était si profond qu'il en était pesant. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui a peur. C'était le silence d'un prédateur évaluant sa proie. Quand la voix a finalement répondu, elle n'a pas crié. Elle était douce, posée et saturée d'une promesse mortelle. « Vous avez dit Sal Graciano », a murmuré la voix. Frank a froncé les sourcils, confus par l'absence de panique. « Ouais, c'est ça. Le meilleur du Sud-Est. Alors, tu ferais mieux de... Frank Miller, a interrompu la voix. Frank a cessé de respirer. Son sourire mauvais a disparu instantanément. Ses yeux ont balayé la pièce, un frisson soudain et insidieux parcourant sa colonne vertébrale. « Qui est à l'appareil? Comment connaissez-vous mon nom? »« Je connais votre nom, Frank, parce qu'il y a 2 ans, vous étiez debout contre le mur du fond d'un entrepôt à Providence, pendant que Sal Graciano baisait ma bague et me suppliait pour avoir le droit de gérer sa petite affaire de prêt sur mon territoire, » a déclaré la voix avec une précision glaçante. « Je sais que vous pesez 113 kilos. Je sais que vous boitez de la jambe gauche à cause d'une balle que vous avez reçue en 2019. Et je sais qu'en ce moment même, vous tenez un téléphone qui appartient à ma femme. » La main de Frank a commencé à trembler violemment. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans son cerveau avec une clarté terrifiante. La cadence, l'autorité absolue et inflexible. C'était une voix qu'il n'avait entendue qu'une seule fois dans sa vie, mais qui donnait des cauchemars à tous les criminels endurcis de la côte Est. « Monsieur D'Agostino » a balbutié Frank, son visage se vidant complètement de sa couleur, le faisant ressembler à un cadavre. Jimmy, remarquant la panique soudaine et totale de son partenaire, a baissé sa barre à mine, la confusion masquant ses traits violents. « Vous avez exactement 10 secondes pour rendre ce téléphone à Clara, » a dit doucement Dominique D'Agostino, le son ressemblant à une lame sortant de son fourreau. « Et ensuite, Frank, vous et votre ami allez vous asseoir par terre et attendre, parce que j'arrive à Boston. Et s'il y a la moindre égratignure sur elle ou sur mon fils, je ne me contenterai pas de vous tuer. Je démantèlerai toutes les personnes que vous avez jamais connues. » Frank a lâché le téléphone comme s'il s'était transformé en fer en fusion. Il a cliqueté contre le sol en linoléum, mais le haut-parleur s'était activé lors de l'impact. « Clara! »
La voix de Dominic a résonné dans la cuisine détruite, désespérée et féroce. Clara, tesoro, tu es là? Clara est tombée à genoux, serrant Léo contre sa poitrine, fixant le téléphone par terre alors que les fantômes de son passé la rattrapaient enfin. Le silence dans le penthouse de New York était absolu, rompu seulement par les sons lointains et étouffé de la circulation de Manhattan. Bien plus bas, Dominic D'Agostino est resté figé, le téléphone crypté pressé si fort contre son oreille que ses jointures sont devenues blanches. Clara, a-t-il soufflé de nouveau, les syllabes déchirant une blessure qu'il pensait cicatriser depuis 3 ans. Du haut-parleur du téléphone tombé à Boston, il n'entendait qu'une respiration haletante et paniquée, et les faibles gémissements terrifiés d'un enfant, son enfant. Un fils dont il ignorait l'existence. La prise de conscience a frappé Dominic avec la force d'un train de marchandises. Elle n'avait pas fait de fausses couches. Elle n'avait pas été assassinée par le syndicat russe. Elle s'était enfuie. Elle avait caché son héritier dans un appartement sordide du sud de Boston, et maintenant, des voyous de bas étage menaçaient de les anéantir. Le choc a duré exactement 4 secondes, puis le seigneur de guerre a pris le dessus. Dominic a claqué le téléphone sur la table en acajou. Il n'a pas raccroché. Il a laissé la ligne ouverte, un lien numérique avec la femme qu'il aimait. Il a levé les yeux, son regard gris dépourvu de toute chaleur humaine, se fixant sur son conciliaire, Arthur Pendleton. Arthur, a dit Dominic, sa voix tombant dans un calme terrifiant et mortel. Prépare l'hélico. Nous allons à Boston maintenant. Arthur, un homme élégamment vêtu d'une 50aine d'années qui avait servi le père de Dominic avant lui, n'a pas posé de questions. Il a sorti sa tablette et a commencé à taper furieusement. « Quelle unité, patron? » « Toute, a grogné Dominic, se levant et retirant sa veste de costume, révélant l'étui d'épaule en cuir sombre attaché sur sa chemise sur mesure. « Je veux que les affiliés locaux de Boston soient bouclés. Je veux que chaque pont et tunnel sortant de Southeast soit surveillé. Et je veux une équipe d'extraction à cet appartement dans exactement 45 minutes. Déploiement tactique. » Arthur a immédiatement coordonné la mobilisation des ressources d'élite du syndicat d'Agostino. Il fallait assurer une domination absolue dès leur arrivée. Dans le monde de la mafia, le déplacement d'un patron hors de l'État exigeait une logistique de précision. De retour dans l'appartement miteux et dévasté de l'avenue Dorchester, l'atmosphère était passée de l'intimidation violente à une terreur suffocante. Frank Miller était un homme massif, bâti pour briser des os et recouvrer des dettes. Mais à cet instant, il ressemblait à un enfant effrayé. Il fixait le téléphone prépayé posé sur le linoléum comme si c'était une grenade dégoupillée. Le voyant vert d'appel actif clignotait régulièrement, un œil sans ciller les reliant directement à l'enfer. Jimmy O'Shea, ignorant les codes du milieu qui terrifiaient Tom Frank, a enjambé le bois brisé du cadre de la porte et a craché par terre. « Frank, qu'est-ce qui te prend, bordel? C'est qui ce D'Agostino? Un petit ami riche. On n'a qu'à prendre le gamin et... »« Ferme-la, Jimmy !» a hurlé Frank, la panique faisant craquer sa voix. Il s'est éloigné de Clara, les mains levées en un geste d'apaisement. La sueur coulait sur son visage bouffi, lui piquant les yeux. « Tu ne comprends pas, tu ne sais pas qui c'est. C'est Dominic D'Agostino, le chef des 5 familles. Il possède la moitié des politiciens de New York et les commissaires de police de 3 États. Il tue des gens comme nous juste parce qu'on respire son air. » Le ricanement de Jimmy a vacillé, remplacé par une horreur lente et naissante. Il a baissé les yeux vers Clara, qui était toujours à genoux par terre, serrant fermement le bambin aux cheveux noirs contre sa poitrine. L'esprit de Clara était un tourbillon de terreur et de soulagement étrange. Pendant 3 ans, elle avait regardé par-dessus son épaule, sursautant à la moindre ombre, terrifiée par le jour où Dominic la trouverait. Elle s'était enfuie parce qu'elle avait trouvé des dossiers dans son bureau, des documents qui semblaient prouver que Dominic avait ordonné l'exécution de son frère aîné, Daniel, un journaliste d'investigation engagé. Elle ne pouvait pas élever un enfant avec l'homme qui avait assassiné un membre de sa famille. Mais à cet instant, alors que Frank et Jimmy tremblaient, elle a réalisé la terrifiante vérité. Le monstre qu'elle avait fui était le seul monstre assez grand pour sauver son fils. « Il arrive !» a chuchoté Clara, sa voix rauque. Elle a levé les yeux vers Frank, son regard se durcissant. « Il arrive, Frank, et vous l'avez entendu. Si vous nous touchez, il ne se contentera pas de vous tuer. »
Frank a dégluti difficilement, un clic écœurant résonnant dans sa gorge. Il a sorti son propre smartphone avec des doigts tremblants et maladroits et a composé le numéro privé de Sal Graciano. Décroche, 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 marmonnait Frank, arpentant le salon étroit comme un animal en cage. La ligne s'est connectée. Frank, a claqué la voix rocailleuse de Sal. Dis-moi que tu as les 45 000. J'ai des investisseurs qui me mettent en la pression. Sal, on a un énorme problème, a balbutié Frank, ses yeux se tournant vers le téléphone prépayé ouvert sur le sol. La fille, Clara Reynolds, on l'a bousculée. On a défoncé la porte. Bien, c'est pour ça que je vous paye, a répondu Sal avec dédain. Non, Sal, écoute-moi. La voix de Frank est montée dans les aigus, hystérique. Le gamin a appelé son père. C'est D'Agostino, Sal. Dominic D'Agostino. Clara est sa femme. Le gamin est le sien. Il y a eu un long silence terrifiant à l'autre bout du fil. Quand Sal a finalement parlé, sa voix était creuse, dépouillée de toute son arrogance habituelle. Tu mens. Je le jure devant Dieu, Sal. Il est sur une ligne ouverte en ce moment même. Il connaît mon nom. Il est au courant pour Providence. Il a dit qu'il venait de Boston. Il a dit qu'on devait s'asseoir et attendre. Frank, a dit Sal, sa voix tombant à un murmure frénétique. Pars, lâche la barre à mine et cours. Va à l'aéroport. Va au Mexique. Ne reviens pas au bureau. Ne m'appelle plus jamais. Tu es un homme mort. Et si tu l'amènes à ma porte, je suis un homme mort. La ligne a été coupée. Frank a lentement baissé le téléphone. Il a regardé Jimmy qui avait laissé tomber sa barre à mine. Elle a atterri sur le tapis avec un bruit sourd et lourd. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Jimmy, la voix tremblante. « On attend », a dit Clara. Sa voix était étonnamment stable maintenant. Elle a serré Léo plus fort dans ses bras, pressant sa joue contre ses boucles douces. « Si vous fuyez, ces hommes vous traqueront comme des chiens. Votre seule chance est de vous rendre quand il franchira cette porte. » Le lourd vrombissement des pales de l'hélicoptère Sikorsky S-76 a fendu les nuages d'orage au-dessus de Boston. À l'intérieur de la cabine luxueuse, Dominic était assis en silence, regardant les lumières de la ville, luisantes de pluie en contrebas. Son esprit était un champ de bataille. La rage qui brûlait dans sa poitrine était une entité vivante qui respirait et exigeait de la violence. Mais sous la fureur se cachait un chagrin profond et angoissant. Pourquoi s'est-elle enfuie? Il lui avait tout donné. Il vénérait le sol sur lequel elle marchait. Il avait bâti un empire pour la protéger. Pour qu'au final, elle disparaisse comme de la fumée, laissant derrière elle une scène de crime mise en scène qui avait failli détruire sa santé mentale. Et elle avait emmené son fils. « Patron !» La voix d'Arthur est parvenue à travers le casque d'aviation. L'équipe ECHO a sécurisé le périmètre. L'avenue Dorchester est bouclée. Les forces de l'ordre local ont été redirigées vers une perturbation à 6 pâtés de maison. Vous avez la voie libre. Atterrissage sur le toit de l'usine adjacente, a ordonné Dominic. Je veux entrer par la grande porte. Je veux qu'il me voie arriver. 10 minutes plus tard, un convoi de 3 Cadillac Escalade blindés noirs a vrombi dans la rue étroite et défoncé de l'avenue Dorchester. Le quartier, habituellement animé par l'activité nocturne, était devenu étrangement silencieux. Les gens ont reconnu les véhicules. Ils ont reconnu les hommes silencieux et lourdement armés en costumes sombres qui en sont sortis, formant un périmètre autour de l'entrée de l'immeuble délabré de Clara. Dominic est sorti du véhicule de tête. La pluie froide de Boston lui a frappé le visage, mais il n'a pas oscillé. Il marchait avec une grâce terrifiante et prédatrice, son long manteau sombre flottant légèrement dans le vent. Il ne s'est pas embarrassé d'un parapluie. Il est entré dans le bâtiment, ignorant la peinture écaillée et l'odeur de choux bouillis. Il a monté les escaliers, ses pas lourds résonnant dans la cage d'escalier exiguë. Derrière lui marchaient Arthur et 2 de ses hommes de main les plus mortels, silencieux comme des ombres. Ils ont atteint le 3e étage. La porte de l'appartement 3B était brisée, suspendue à ses gonds. Dominic a franchi le seuil. L'air dans la pièce était lourd de tension et de l'odeur d'ozone de la télévision cassée. Frank et Jimmy étaient assis par terre, le dos contre le mur du fond, les mains posées à plat sur leurs genoux dans la posture universelle de la reddition. Ils ressemblaient à des hommes attendant le bourreau, mais Dominic ne les a pas regardés. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur la cuisine. Clara se tenait là, serrant un petit garçon contre sa poitrine.
Elle semblait plus mince que dans son souvenir. Ses cheveux auburn étaient en désordre. Ses vêtements étaient usés et bon marché, mais ses yeux verts féroces et provocateurs, étaient exactement les mêmes. Et puis, Dominic a regardé le garçon. Le souffle lui a manqué. L'enfant avait les boucles sombres et indisciplinées de Dominic et ses yeux gris perçants. C'était comme regarder dans un miroir, reflétant un passé qui lui avait été refusé. Clara, a chuchoté Dominic, ce seul mot portant le poids de 3 ans d'agonie. Dominic, a-t-elle répondu, la voix tremblante. Elle n'a pas bougé vers lui. Elle a instinctivement resserré son emprise sur Léo, reculant jusqu'à ce que son dos heurte le réfrigérateur. Ce subtil mouvement de recul n'est pas passé inaperçu. Il a tordu un couteau dans le ventre de Dominic, mais il a compartimenté la douleur. Il avait d'abord des affaires à régler. Il a lentement tourné la tête pour regarder les 2 hommes qui tremblaient par terre. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. « Lequel de vous est-ce, Frank ?» a demandé Dominic, sa voix douce, presque conversationnelle. Frank a levé une main tremblante. « C'est moi, Monsieur D'Agostino. S'il vous plaît. » « On ne savait pas. Je le jure devant Dieu, on faisait juste notre travail. C'est Sal qui nous a envoyés. » Dominic a fait un pas lent et délibéré en avant. « Vous êtes entré chez elle. Vous avez détruit ses affaires. Vous avez terrifié ma femme. Vous avez posé les mains sur mon fils. »« Non, » a lâché Jimmy, désespéré. « Je n'ai pas fait de mal au gamin. Je l'ai juste sorti de sa cachette. Je ne savais pas. » Dominic a jeté un coup d'œil à Jimmy. « Vous l'avez traîné comme un déchet. » Dominic n'a pas crié. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement claqué des doigts. Dans un mouvement flou, les 2 hommes de main derrière lui se sont déplacés. L'un a attrapé Jimmy à la gorge, l'a soulevé et l'a plaqué contre le mur. L'autre a enfoncé une lourde botte à embout d'acier directement dans le genou de Frank. Le craquement écœurant de l'os a été immédiatement suivi par le cri d'agonie de Frank. Il s'est effondré sur le côté, serrant sa jambe brisée, sanglotant de manière incontrôlable. « S'il vous plaît, » a gémi Frank. « S'il vous plaît, on a été piégés. Sal ne voulait même pas de ce compte. On nous a poussés. » Dominic a levé la main. Les hommes de main se sont immobilisés, maintenant Jimmy plaqué et Frank se tordant de douleur par terre. Dominic s'est agenouillé à côté de Frank, son visage à quelques centimètres de l'homme en pleurs. « Expliquez, » a exigé doucement Dominic. « La dette, c'était standard, » a haleté Frank, les larmes coulant sur son visage. Mais il y a 1 semaine, un type de New York est venu voir Sal. Un gros bonnet. Il a payé Sal 50 000 $ sous la table pour réclamer la dette plus tôt, pour faire pression sur Clara jusqu'à ce qu'elle craque. Les yeux de Dominic se sont plissés. « Qui? » Je ne connais pas son nom, mais j'ai entendu Sal parler au téléphone. Sal l'appelait par son surnom. Il l'appelait Vinicius. Il a dit que le type était un sous-chef. Il a dit qu'il voulait que la fille soit débusquée pour qu'il puisse finir un travail. Le silence qui a suivi était suffocant. Arthur Pendleton, debout près de la porte, s'est raidi. Il a regardé Dominic, les yeux écarquillés par une horrible prise de conscience. Vinicius Vincent Castellano, le bras droit de Dominic, son sous-chef le plus digne de confiance à New York. L'homme qui dirigeait les opérations du syndicat pendant que Dominic était aveuglé par son chagrin suite à la disparition de Clara. Les pièces se sont mises en place avec une clarté dévastatrice. Il y a 3 ans, Clara ne s'était pas seulement enfuie de lui. Elle avait fui un contrat. Et l'homme qui avait orchestré tout ça, l'homme qui avait placé les faux documents accusant Dominic du meurtre de son frère, n'était pas un rival. C'était son propre sous-chef qui essayait d'éliminer la faiblesse de Dominic pour prendre le pouvoir. Dominic s'est relevé lentement. Le chagrin dans sa poitrine s'est évaporé, entièrement remplacé par une rage froide et apocalyptique. Vinny Castellano lui avait volé sa famille et avait utilisé des racailles de Boston pour essayer de finir le travail. Dominic a regardé Clara, voyant la confusion et la peur dans ses yeux. Il devait lui faire comprendre. Il devait réparer ça. « Arthur, » a dit Dominic, sa voix résonnant comme le tonnerre dans la petite pièce. « Oui, patron. Demande à l'équipe de nettoyage d'embarquer ces 2-là et de les emmener à l'entrepôt de Brooklyn. Ils vont me dire tout ce que Sal sait. » Dominic a tourné son regard vers sa femme et son fils. « Et puis, appelle Vincent Castellano. Dis-lui que je rentre à la maison et dis-lui de commencer à prier. »
L'appartement exigu de Boston semblait bien trop petit pour contenir le séisme qui venait de se produire. Sur un signe sec de Dominic, Arthur Pendleton et les hommes de main ont traîné Frank Miller en pleurs et Jimmy O'Shea catatonique dans le couloir. Les restes de la porte d'entrée ont été rapidement remis en place par l'un des gardes, laissant Dominic seul dans le salon en ruine avec la famille qu'il pensait avoir perdue à jamais. Le silence s'est étiré, lourd et fragile. Dominic a lentement déboutonné son long manteau anthracite trempé et l'a jeté sur le seul fauteuil intact. Il a retiré son arme de son étui, la posant soigneusement sur le comptoir de la cuisine, un geste de désarmement silencieux et délibéré. Il s'est ensuite agenouillé sur le linoléum bon marché, se mettant à la hauteur du petit garçon de 3 ans qui regardait craintivement derrière les jambes de Clara. « Bonjour, Léo », a dit Dominic, sa voix dépouillée du ton grave et menaçant qui commandait habituellement le monde criminel. C'était un baryton doux et tremblant. Léo a cligné de ses saisissants yeux gris. Il a regardé ses propres petites mains, puis l'homme imposant. « Tu es la voix au téléphone? »« Oui », a répondu Dominic. Un sourire triste et magnifique a effleuré ses lèvres. « Je suis ton père. » Clara a étouffé un sanglot. Son emprise sur les petites épaules de Léo s'est resserrée. « Dominic, comment nous as-tu trouvés? Après tout ce temps, pourquoi maintenant? » Dominic a tourné son regard vers Clara. L'angoisse brute dans son expression lui a coupé le souffle. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, Tesoro. Jamais. Pendant 3 ans, j'ai cru que le syndicat russe t'avait enlevé. Je te croyais morte jusqu'à ce soir, quand ma ligne privée a sonné. » Clara a secoué la tête violemment. Les larmes ont finalement coulé sur ses cils. « J'ai dû fuir Dominic. Je devais le protéger. J'ai trouvé les dossiers dans ton bureau, l'ordre de faire taire le journaliste qui enquêtait sur les contrats du front de mer. Tu as ordonné le meurtre de Daniel. Tu as tué mon frère. » Le visage de Dominic est devenu pâle. Un mélange de chagrin profond et de clarté aveuglante l'a envahi. « Clara, regarde-moi », a-t-il plaidé, sa voix se brisant. « Regarde-moi dans les yeux. J'aimais Daniel. Il faisait partie de la famille. J'ai essayé de le retirer de cette affaire pour le protéger de la commission. Les dossiers que tu as vus, ils étaient faux. » Clara s'est figée. « Faux? » « Vincent Castellano », a déclaré Dominic, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Mon sous-chef, Vinny détournait des millions du développement du front de mer. Daniel a trouvé la piste menant à Vinny, pas à moi. Vinny a ordonné le meurtre pour faire taire Daniel. Et puis il a placé ses dossiers dans mon bureau, sachant que tu les trouverais. Il savait que te perdre me briserait. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a fait de moi un fantôme, ce qui lui a permis de prendre le contrôle des opérations quotidiennes. » La vérité a frappé Clara comme un coup physique. La chronologie, la soudaineté de la mort de Daniel, le dossier en manille parfaitement placé qu'elle avait trouvé, tout prenait un sens écœurant. Elle avait passé 3 ans à vivre dans une pauvreté abjecte, à regarder par-dessus son épaule, à se punir elle-même et son fils parce qu'elle avait cru à un mensonge fabriqué par un traître. Elle s'est effondrée contre les placards de la cuisine, ses jambes cédant. Dominic s'est précipité en avant, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Il l'a serrée contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux auburn. Clara l'a repoussé pendant une fraction de seconde avant que le barrage ne cède, et elle a enfoui son visage dans son cou, sanglotant de manière incontrôlable. « Je suis désolée », a-t-elle pleuré, ses doigts s'agrippant à sa chemise de soie. « J'avais si peur. »« Chut, ne t'excuse jamais. Tu as protégé notre fils », a murmuré férocement Dominic, embrassant le sommet de sa tête. Il a tendu la main et a attiré Léo dans l'étreinte. Le bambin, sentant le changement dans les émotions de sa mère, a enroulé ses petits bras autour du cou de Dominic. Tenant son monde entier dans ses bras, Dominic D'Agostino a fait un vœu silencieux et mortel. Les larmes étaient infinies. Maintenant venait le sang. La chute de Vincent Castellano. À 3 heures du matin, la famille D'Agostino était en sécurité à bord d'un Gulfstream G650 privé au départ de l'aéroport de Teterboro. Lourdement gardés par l'équipe d'Elite Echo, Clara et Léo dormaient profondément dans la cabine en cuir luxueux, épuisés par le traumatisme de la nuit. Dominic était assis dans le salon avant, sirotant un verre de scotch, les yeux fixés sur une carte satellite de Manhattan sur sa tablette. Arthur était assis en face de lui, examinant les renseignements obtenus de force des 2 collecteurs de dettes dans l'entrepôt de Brooklyn. Frank a chanté comme un oiseau, patron,
a rapporté sombrement Arthur. Sal Gratiano l'a confirmé avant que nos hommes ne lui mettent une balle dans la tête. Vinny a payé Sal pour recouvrir agressivement la dette, espérant que Clara paniquerait et contacterait ses anciens contacts, la faisant sortir de sa cachette pour que les tueurs de Vinny puissent en finir ce qu'ils avaient commencé il y a 3 ans. Vinny dîne actuellement dans l'arrière-salle privée du Sparks Steakhouse à Midtown avec 2 capitaines de la famille Lucas. Il essaie de former une coalition pour vous renverser officiellement. Dominic a fini son scotch et a posé le verre avec un bruit sec et définitif. Il a choisi Sparks? Quelle poésie! C'est le restaurant exact où John Gotti avait orchestré l'assassinat de Paul Castellano des décennies plus tôt. Vinny voulait marquer le coup. Dois-je envoyer l'équipe d'intervention? A demandé Arthur. Non, a dit Dominic en se levant et en ajustant ses poignets. Vinny est à moi. À 4h15 du matin, la pluie à New York s'était transformée en une bruine glaciale. Les rues de Midtown Manhattan étaient désertes, à l'exception des 3 VUS noirs qui se sont arrêtés silencieusement devant le Sparks Steakhouse. Dominic est sorti, flanqué de 6 hommes lourdement armés. Ils ne se sont pas donné la peine de porter des masques. Dominic voulait que Vinny voie le visage de l'homme qui l'avait trahi. Les gardes à la porte d'entrée ont tenté de saisir leurs armes, mais les hommes de Dominic ont été plus rapides. 2 tirs silencieux ont résonné dans la nuit et le portier s'est effondré sur le trottoir. Dominic a ouvert les lourdes portes en chaîne d'un coup de pied. Le restaurant était sombre, à l'exception de la lueur de la salle à manger privée à l'arrière. Vincent Castellano, un homme au cou épais, aux cheveux argentés gominés et au costume sur mesure, s'est figé, un cigare à mi-chemin de sa bouche. Les 2 capitaines Lucchese à la table ont laissé tomber leurs fourchettes, leurs yeux s'écarquillant de terreur pure, alors que le véritable patron de la côte Est entrait dans la pièce, son long manteau flottant derrière lui comme « les ailes de l'ange de la mort ». « Dominic », a balbutié Vinny, son visage se vidant de son sang. « On ne s'attendait pas à ce que tu reviennes de Boston si tôt. »« Je sais, Vinny », a dit calmement Dominic, marchant lentement vers la table. « Tu t'attendais à apprendre que ma femme et mon fils étaient morts dans un caniveau de l'avenue Dorchester. » Les 2 capitaines Lucchese se sont immédiatement levés, levant les mains en signe de reddition. « Dame, on n'en avait aucune idée », a plaidé l'un d'eux. « Vinny a dit que tu te retirais. On ne veut rien avoir à faire avec ça. »« Partez », a ordonné Dominic sans les regarder. Les 2 capitaines se sont précipités hors de la pièce, laissant Vinny complètement seul. Vinny a tenté de saisir le revolver dans son étui, mais Dominic a été infiniment plus rapide. La balle a brisé la rotule droite de Vinny. Vinny a hurlé, s'effondrant au sol et emportant la nappe en lin et un plat de steak avec lui. Il s'est tordu de douleur, serrant sa jambe en miettes. Dominic se tenait au-dessus de son ancien sous-chef, ses yeux gris dépourvus de toute pitié. « Tu as tué Daniel. Tu m'as piégé. Tu m'as volé 3 ans de ma vie avec la femme que j'aime et tu as mis une cible sur le dos de mon enfant. Dame, s'il te plaît, » a supplié Vinny, crachant du sang alors que le choc s'installait. « C'était les affaires, juste les affaires. »« Non, Vinny, » a chuchoté Dominic, pointant le canon directement sur le front de Vinny. C'était la famille. Un seul coup de feu a retenti, réduisant le traître au silence pour toujours. L'Empire restauré. 2 mois plus tard, le soleil printanier brillait sur les vastes pelouses entretenues du domaine d'Agostino, dans le nord de l'État de New York. Le complexe, entouré de hauts murs de pierre et d'une sécurité lourdement armée, était impénétrable. Clara était assise sur la grande terrasse, sirotant une tasse de camomille. Elle portait une simple et élégante robe d'été blanche, un contraste frappant avec les vêtements usés qu'elle portait à Boston. Elle regardait avec un sourire doux et radieux Dominic, vêtu de manière décontractée d'un jean foncé et d'un t-shirt Henley, courir sur l'herbe en poursuivant un Léo énergique et rieur. Le cauchemar était terminé. Les loyalistes de Vinny avaient été purgés lors d'une opération impitoyable, d'1 semaine qui avait solidifié le contrôle absolu de Dominic sur la côte Est. Sal Gratiano et sa pathétique opération d'usurier avaient été réduits en cendres. Alors que Dominic attrapait Léo, le balançant sur ses larges épaules, il a levé les yeux vers la terrasse. Il a croisé le regard de Clara et le chef de la mafia, froid et terrifiant, s'est effacé, ne laissant que le mari et le père farouchement dévoués.
Il a monté les marches de pierre, Léo riant triomphalement depuis son perchoir. Dominique s'est penché, déposant un baiser doux et prolongé sur les lèvres de Clara. « À quoi penses-tu, Mia Regina » a-t-il murmuré contre sa bouche. « Je pensais juste, » a répondu Clara, levant la main pour passer ses doigts dans ses cheveux sombres, à un vieux téléphone prépayé et à la chance que j'ai qu'il ait enfin fonctionné. La pluie qui menaçait autrefois d'emporter Clara lavait maintenant le sang des mains de Dominique. D'une mère tremblante dans un appartement dévasté de Boston, elle était devenue la reine intouchable d'un empire purifié. Léo, le garçon qui avait appelé par erreur un monstre, avait plutôt convoqué un père dévoué. Leur famille avait été forgée dans la tromperie, testée par la violence, et finalement liée par un amour indestructible et impitoyable pour toujours.